Baka, pas comme les autres unijambistes, il affronte tous les jours les difficultés liées à son métier sans sourciller. Nous le découvrirons dans une poignée de minutes. Le 9 février 1950, un discours du sénateur McCarthy lance aux États-Unis la chasse aux sorcières, un épisode peu reluisant de la guerre froide que nous relaterons Anzeli Kaoura et Dangui Dangui dans l'éphéméride. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Jean-Noël n'a qu'une jambe, cela ne l'empêche pas de travailler. Il est apprenti d'un minicar communément appelé Baka, un symbole de courage. Il n'est pas rare de le voir accroché au minicar sur l'axe Adjamé-Bingéville, s'aidant de sa béquille et loin de s'apitoyer sur son sort, il aile les clients. La force du vouloir, une fois encore démontrée ici. Nous, Sangaré et Thomas Gessambi ont échangé avec Jean-Noël. Béquille en main pour maintenir la jambe amputée et courir pour chercher de potentiels passagers. Cette gymnastique fait partie du quotidien de Jean-Noël. Ce jeune handicapé à la vingtaine révolue est convoyeur, mais appelé dans le jargon apprenti de minicar, appelé aussi Baka. Il exerce sur la ligne Adjamé-Bingerville depuis plus d'1 an. Mon début avant d'attraper portière pour être apprenti, il faisait la danse, il était danseur. Il partait à la rue Princesse pour danser dans le maquis. La danse là, il y avait trop d'escrocs dedans. Quand tu vas danser, si tu as eu 100 000, 200 000 là, il peut te donner 30 000 et il prend le reste. Orphelin de père à la naissance, Jean-Noël s'est vu amputer la jambe dès l'âge de 6 ans suite à un accident de la circulation. Depuis lors, le jeune homme s'est armé d'un moral d'acier pour faire face aux exigences de la vie. Mon père est décédé, donc il a laissé une chambre salon, c'est dedans que je vis. Ma maman n'est pas ici, elle s'est mariée à Beauville, elle est dans un campement là-bas, moi je suis ici. Quand il décide d'embrasser le métier d'apprenti de minicar, son entourage est inquiet à cause de son handicap. Le début, les chauffeurs ne voulaient pas que nous travaillions avec eux, parce qu'ils ne croyaient pas que nous pouvions être apprentis. Même les syndicats ils avaient refusé. Mais après, il y a un voisin qui m'a appris, dit bon, comme tu nous fatigues aujourd'hui, allons travailler ensemble. C'est comme ça, les autres ont vu et puis ont dit bon, laissez-le travailler. Ça m'a donné la chair de poule. Maintenant, après, il a croisé son patron. Son patron m'a dit qu'il travaille bien. Ça ne me donnait pas trop de courage comme ça à travailler avec lui parce que j'avais peur. J'ai vu que non, attends, je vais tenter ma chance avec lui une fois. C'est dans ça qu'on a commencé. La bravoure de Jean-Noël force son admiration auprès d'un grand nombre de passagers. Quand le chauffeur démarre la voiture, j'ai peur pour lui parce que souvent il file. Il me dit qu'il peut peut-être tomber. Moi, ça me touche parce qu'il y a certaines personnes qui ont tous les membres au complet mais qui ne font pas cet effort-là. Je pense qu'il est vraiment courageux. Voyez une personne comme ça qui est en train de se donner, c'est vraiment un exemple à suivre. La première fois que je l'ai vu, je me suis demandé comment il fait pour travailler avec cet handicap. Ça m'encourage à travailler encore plus. Parce qu'ils peuvent être handicapés et ne pas travailler. Mais avec le handicap, ils travaillent. Il cherche à gagner sa vie. Dans la vie, il faut lutter. Et c'est dans ta lutte que Dieu et les gens t'aident. Le travail et la détermination, des valeurs auxquelles cet apprenti unijambiste accorde du prix. Je ne me vois pas en tant qu'un handicapé, que nous tous on a la même chose. On peut se battre malgré ton handicap. Donc, c'est ce que je peux dire à mes collègues, mes frères qui sont comme moi. Ils n'ont qu'à laisser après de mendier et ils n'ont qu'à se donner à la vie. C'est le travail libère. Devenu un jour propriétaire de véhicules de transport afin de sortir ses parents de la pauvreté. Un ardent désir pour Jean-Noël. Et c'est apprenti, il sait qu'il ne faut pas être chauffeur, donc au moins s'il garde mon nom, il sait que demain il peut être un djulateur par la grâce de Dieu. Il peut avoir une voiture à mon nom et les gens vont travailler pour. Ils vont venir verser l'argent chez moi. Conscient de son handicap, Jean-Noël préfère affronter les péripéties de la vie plutôt que de mendier. Bel exemple, loin d'Abidjan à Saïbo, un village de Mbayakro, l'électricité fait défaut. Ajoutez à cela le difficile accès au réseau de téléphonie mobile et la question de l'accès à l'eau potable. Une seule pompe villageoise pour 1500 habitants. Pour pallier ces insuffisances, la mutuelle du village s'emploie à amorcer le développement de la localité en quête de modernité. Hassan Khan, Kwadjokwami. Saïbo, village situé à 30 km de Mbayakro. Le village dispose d'une école primaire, d'un centre de santé et des constructions modernes.
Aucune infrastructure ne s'ajoute à cette courte liste. Nous sommes dans une léthargie très avancée. Vraiment, on manque de tout, les infrastructures, tout. Peuplé de plus de 1500 âmes, Saebo n'est pas électrifié. La seule pompe villageoise n'arrive plus à satisfaire les besoins des habitants de Saebo. Le réseau de téléphonie mobile difficilement accessible. Autant de difficultés qui ont amené le Conseil régional à prendre des dispositions cette année pour l'amélioration du bien-être des populations de Saebo. Au niveau du Conseil régional de cette année, donc, la réalisation d'une retenue d'eau. Pour l'année 2018, il y a aussi la réalisation la construction d'une maternité ici à Saebo. Toutefois, des initiatives sont prises par des âmes de bonne volonté pour booster le développement de Saebo. Bientôt, la construction d'un foyer polyvalent, une initiative de l'ONG Yemoye. L'État lui seul ne peut plus tout faire. Donc, il nous appartient, cadres, opérateurs économiques et travailleurs, non pas de suppléer à l'État, mais de mener des actions en complément de ce que l'État fait. Ce foyer sera dans 2 ou 3 mois opérationnel pour qu'on puisse l'utiliser pour la cohésion. Les autorités administratives coutumières ont exprimé leur gratitude à l'ONG initiatrice de la construction du foyer. Par conséquent, elles invitent les cadres de la région de Lifou à s'investir davantage pour le développement de la région. Les douanes ivoiriennes célèbrent 120 agents à la retraite et aussi les meilleurs agents lors de la 4e édition de leur semaine. Après la fête, les agents des douanes ont effectué une marche sur 8 km. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Une célébration tenue à la grande salle de la Kestab au Plateau. 120 retraités honorés et des meilleurs agents distingués issus des douanes ivoiriennes. La toute première du genre de l'administration des douanes. Une cérémonie qui s'inscrit au nombre des actions de l'édition 2018 de la Semaine des douanes ivoiriennes. Cette initiative vise à rompre avec le passé où les agents des douanes, une fois appelés à faire valoir leurs droits à la retraite, sortaient de la fonction publique dans l'anonymat. Pour le directeur général des douanes, le colonel-major Dapier Alphonse, c'est aussi une occasion de féliciter et d'encourager les agents qui se sont fait remarquer par leur abnégation au travail. Il invite l'ensemble des agents à maintenir la flamme de l'excellence et à bien exécuter les tâches qui leur sont confiées. Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, parrain de la CEDIV 2018, a encouragé la présente initiative. Pour lui, cette pratique constitue une source d'émulation et de motivation du personnel. Le sport, facteur de cohésion et d'entretien de la santé, a réuni responsables et agents des douanes. Une marche de 8 km ponctuée de fitness a mis fin à ces différents événements. La Caisse nationale de prévoyance sociale annonce l'extension de la couverture sociale aux travailleurs non salariés, commerçants, agriculteurs, artisans. 8 millions d'artistes, commerçants et citoyens de la diaspora non pris en compte par la sécurité sociale dans le cadre de leurs activités seront donc sécurisés par la CNPS. Des travailleurs indépendants, 2 régimes seront mis en œuvre pour cette catégorie de personnes, à savoir le régime de la retraite et celui des indemnités journalières en cas d'incapacité. Et puis les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang sont ouverts en Corée du Sud. Kim Yo-jong, premier membre de la dynastie régnant au nord, a foulé le sol du grand rival depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. Et le Moon Jae-in, président de la Corée du Sud, se sont serrés la main. Autre symbole fort, le passage en commun des sportifs des 2 pays, vêtus de blanc et dont les tenues indiquaient seulement le mot Corée dans le dos. En Ouganda, pour combattre l'excision des guérisseurs et chefs coutumiers, Pokot ont été engagés pour stopper cette tradition. Objectif à faire disparaître les mutilations génitales féminines d'ici à 2030. Le reportage de l'un de nos confrères de l'AFP. Cette femme Pokot, coiffée d'une plume, réalise une excision au milieu de la forêt. Même si la pratique a été interdite en 2010 en Ouganda, elle perdure en secret dans cette région du nord-est du pays. L'ONU estime que plus de 90% des femmes Pokot ont été excisées. Dans cette communauté traditionnellement pastorale, les hommes peuvent s'absenter pendant de longues périodes. La coupe est une façon de s'assurer que les jeunes femmes resteront fidèles.
Je n'ai pas trouvé cela difficile, parce que c'était un processus de la féminité, pour une fille de devenir une femme. Même si c'était douloureux, c'est juste une fois. Dans la communauté Pokot, l'excision marque l'entrée de la fille dans l'âge du mariage. Elle est également un rite spirituel. Pour ces anciens, cette pratique repousse les esprits assoiffés de sang et protège leur fille. Christine a été excisée quand elle avait 12 ans. Donner naissance a été si douloureux qu'elle ne laissera pas ses filles se faire exciser à leur tour. Chaque fois que j'accouche, les médecins doivent m'ouvrir à nouveau. À l'hôpital, ils nous disent d'arrêter l'excision parce que ce n'est pas bon, parce que nous souffrons. Malgré les efforts des autorités locales et du gouvernement ougandais, la loi contre les mutilations génitales féminines reste difficile à appliquer dans ces zones reculées où la coutume est très ancrée. Pour combattre la tradition par la tradition, des guérisseurs et chefs coutumiers Pokot ont été engagés pour stopper cette pratique. Objectif, faire disparaître les mutilations génitales féminines d'ici à 2030. Près de 2 millions d'Ukrainiens ont perdu leur accès au réseau de téléphonie mobile dans l'Est rebelle depuis le 11 janvier en raison de la rupture de câbles dans une zone proche des combats. Téléphonément, des dizaines de personnes grimpent sur une passerelle enjambant une voie ferrée, seul moyen pour appeler ses proches de l'autre côté de la ligne de front. Le 9 février 1950, le sénateur républicain de Wisconsin, Joseph McCarthy, mène une véritable chasse aux sorcières contre les communistes. Une guerre ouverte qui fait rage de 1950 à 1954 aux États-Unis. Il domine la vie politique américaine jusqu'au jour où il s'en prend à l'armée. Un faux pas qui précipite la fin de sa carrière politique. Le 9 février 1950, dans une petite ville de Virginie-Occidentale, le sénateur Joseph McCarthy brandit une liste de fonctionnaires du département d'État. Ils sont accusés de collusion avec l'Union soviétique et les agents de Staline. Tout commence lors de la conférence de Yalta. Des conseillers du président Roosevelt auraient transmis des secrets à Staline afin de favoriser ses desseins. Le service d'espionnage soviétique avait infiltré les milieux scientifiques américains et recruté des savants comme Julius Rosenberg. La menace est jugée assez sérieuse. En 1938, la Chambre des représentants institue une commission des activités anti-américaines. En 1947, dans le contexte de la guerre froide et de la course à l'arme thermonucléaire, tandis que les communistes étendent leurs emprises à la Chine communiste, la police fédérale, le FBI, interpelle les époux Rosenberg, accusés d'avoir livré à l'URSS des secrets atomiques. Le président Truman institue les commissions, les Loyalty Boards, pour repérer et écarter les fonctionnaires fédéraux coupables de sympathie pro-soviétique. Après l'élection du général Dwight Eisenhower à la présidence et surtout le triomphe du Parti républicain au Sénat en 1952, McCarthy accède à la présidence d'un sous-comité sénatorial d'enquête permanent. Le Sénat se lance alors dans une délirante chasse aux sorcières. Désormais, un fonctionnaire peut être soumis à une enquête policière et révoqué sur un simple soupçon de sympathie avec l'Union soviétique de Staline. D'éminentes personnalités en sont victimes. Le général George Marshall, auteur du plan éponyme et ancien secrétaire d'État à la Défense, le savant atomiste Robert Oppenheimer ou encore Charlie Chaplin. Déjà épinglé en 1947 par la Commission des activités anti-américaines en raison de ses options de gauche, Charlotte est privée d'un visa de retour lors d'un voyage en Europe en 1952. Mais d'autres cinéastes comme Walt Disney et Elia Kazan s'associent à la campagne anticommuniste en désignant des confrères. La campagne n'empêche pas le réalisateur Dalton Trumbo, ouvertement à gauche, de remporter plusieurs Oscars. Dans son délire, le sénateur McCarthy en vient à attaquer l'armée elle-même. Le président Eisenhower joint ses efforts à ceux des militaires pour le faire tomber. Le 2 décembre 1954, par un blâme officiel, le Sénat américain met enfin un terme aux entreprises calomniatrices du sénateur. Celui-ci, alcoolique, va mourir dans l'indifférence 3 ans plus tard. La chasse aux sorcières se solde par plusieurs milliers d'enquêtes sur des citoyens et fonctionnaires. Environ 7000 démissions d'agents fédéraux, 700 révocations
et un grand nombre de drames individuels. Cet épisode peu reluisant de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS ne s'achève pas immédiatement après la révocation de McCarthy. Jusqu'en 1957, des citoyens américains continuent d'être l'objet de poursuites pour raisons politiques. C'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.